Donc, bonjour à tous, ravi de vous compter nombreux aujourd'hui autour de ce webinaire intitulé Les multiples visages de l'intelligence artificielle, qui sera animé par notre expert en IA, Nathan Amboli. Quant à moi, je suis Baba Seydou-Wamba, manager du pôle innovation chez Ilium, donc porté par Ilium Insight. Pour démarrer ce webinaire, je vous propose de faire une petite introduction technique sur le déroulement du webinaire. Donc, en premier point, en termes de timing, la présentation durera à peu près une trentaine de minutes et on aura 15 à 20 minutes pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser énormément de questions. Pour préserver par ailleurs la bande passante, vos micros et webcams seront coupés par défaut donc, durant la présentation. Donc, vous pourrez poser la question sur l'onglet questions-réponses qui se trouve normalement en bas de votre écran Zoom. Quant au déroulement de la présentation elle-même, dans un premier temps, Nathan vous présentera Ilium Insight très brièvement. Ensuite, vous présentera ce que c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne et ce qu'on peut faire avec, c'est-à-dire les différents cas d'usage dans les entreprises. Voilà, entre autres, comment ça va se passer. Donc, sans plus tarder, je laisse la main à Nathan pour qu'il puisse attaquer. Merci. Super. Merci Baba. Donc moi c'est Nathan Ramoli. Donc comme Baba l'a si bien expliqué, moi je suis ingénieur R&D au sein de Ilium Insight et je serai votre principal interlocuteur aujourd'hui. Donc je vais vous présenter ce webinaire autour des multiples visages, des multiples aspects que peut prendre l'IA dans la vie de tous les jours et autour de nous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même prendre 2 minutes pour expliquer ce qu'est Ilium Insight, qui nous sommes. Excusez-moi, voilà, ça marche mieux. Donc Ilium, c'est une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les clients, les organisations dans leur transformation digitale de A à Z. Et ainsi, son credo, son slogan, c'est de construire des ponts vers les systèmes d'information. Donc dans cette démarche, et pour aller encore plus loin dans la transformation digitale, Ilium a souhaité mettre en place un département de recherche et de développement qui n'est autre que Ilium Insights. Donc, nous sommes une équipe de 3, appuyée par une très bonne équipe de consultants experts, plutôt techniques. Et nous travaillons sur tout ce qui est technologie innovante, veille technologique, analyse, etc., etc. Tout ce qui est autour de l'innovation et en particulier autour des technologies d'intelligence artificielle. Donc, on travaille bien sûr pour IA à l'intérieur pour proposer de nouveaux outils, mais surtout, on est dans une démarche de partage avec les différentes organisations pour les aider à intégrer l'IA. Donc, pour ce faire, nous, on a 3 axes. On a l'axe découverte, où notre but, c'est d'introduire l'IA au plus grand nombre. Donc, typiquement, ce webinaire s'inscrit purement dans cette démarche de découverte. Mais on fait ça aussi plus spécifiquement, plus en lien avec les différentes organisations. Une fois qu'on sait qu'on veut mettre en place l'IA, nous, on peut vous accompagner sur l'analyse, comment mettre l'IA en place, quelles approches adopter, la conduite du changement, etc., etc., à mettre en place une véritable stratégie IA dans cette seconde partie qui est le conseil. Enfin, une fois qu'on sait, voilà, on a la stratégie, on sait ce qu'on veut faire et on veut l'implémenter, là, on a le 3e pan qui est le pan solution. Donc là, on va vous accompagner sur la technique presque pure. On va dire, il y a aussi toute l'analyse derrière, mais sur tout ce qui est la partie technique, comment le mettre en place. Donc nous, on n'est pas tant dans le déploiement, mais on peut y aller. On est plus sur la preuve de concept, proof of concept, donc l'époque, et on peut pousser jusqu'au MVP, c'est-à-dire le minimum valuable product. Donc voilà, je n'en dis pas plus sur Ilium Insight, je pense que vous avez une bonne vision ensemble, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on parle des multiples visages de l'IA. Alors, avant tout, qu'est-ce que l'IA? Je pense que je n'ai pas besoin de me poser la question, tout le monde a entendu parler de l'IA, de près ou de loin, que ce soit au travers des deepfakes, qu'on peut voir ici, très bien illustrés, et qui font souvent la une pour des bonnes ou mauvaises raisons, les voitures autonomes, certains jeux, par exemple la OpenAI qui est capable de faire jouer des agents cache-cache,
ou alors des faits divers plus ou moins marrants, comme vous avez sans doute entendu parler de cet avocat qui s'est retrouvé coincé en filtre chat durant une audience. Et bien derrière, c'est purement de l'IA. Mais ce genre d'histoire, on n'en entend parler que depuis allez, une dizaine d'années, grand maximum. Et avant, il n'y a pas grand-chose. Alors pourquoi ça? Il faut savoir que l'IA, elle est tirée vers le haut par une nouvelle branche qu'on appelle le machine learning. Donc le machine learning, c'est les capacités qu'ont les machines à apprendre à réaliser des tâches par elles-mêmes. Donc là, j'ai mis les tendances Google pour avoir, c'est pas exact, mais ça donne une idée de la popularité du machine learning. Et on peut voir que oui, à partir de 2016, ça monte en flèche. Et pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Parce qu'il faut savoir que les technologies de machine learning, ça existe depuis 30 ans facilement pour les plus rodés. Et donc pourquoi ça émerge que maintenant? C'est qu'il y a deux phénomènes qui sont en cours, qui continuent d'ailleurs. Un, il y a la loi de Moore, donc on a de plus en plus de puissance de calcul à disposition. Il suffit de voir le téléphone, ils en voient à présent. Et il y a surtout de plus en plus de données disponibles sur les serveurs, les bases de données, les data lakes, etc., etc. Et en fait, ces deux changements dans l'écosystème informatique font que les méthodes de machine learning peuvent marcher très efficacement, ce qui leur permet d'atteindre de grands succès. Et c'est pour ça qu'en fait, depuis quelques années, on a beaucoup de unes de journaux, des grands titres qui sont faits par l'IA, et derrière, c'est systématiquement du machine learning. Donc tous les titres que j'ai mis ici, sur le titre de l'actualité récente, d'ailleurs très récente, l'article sur Rembrandt, c'est ce matin même, c'est tout frais. Et derrière, donc ça parle d'IA, mais c'est systématiquement du machine learning, qui est permis justement par ces aspects de puissance de calcul et données. Il peut faire ça à présent. Donc là, avec toute cette vision des choses, vous allez me dire, au final, l'IA, c'est du machine learning. Non, c'est pas tout à fait vrai. L'IA, en fait, c'est. Alors, déjà, le machine learning, il y en a beaucoup, mais l'IA en général, il y a encore beaucoup plus de techniques que ça. Et c'est très varié. C'est juste pas juste que parce qu'il y a le ML en façade qui fait des grands exploits que c'est toute l'IA. Et de fait, l'IA se décompose en deux grandes familles. On a d'un côté les approches, on va dire, symboliques, donc qui sont un peu plus anciennes dans le style, mais qui se basent sur une représentation du monde qui entoure les machines, je veux dire, des symboles numériques. Pardon, j'ai fait un lapsus. Donc, les machines s'appuient sur une représentation du monde par des symboles numériques. Donc, symboles numériques qui sont en partie expliqués par des experts, mais qui permettent en retour à l'IA d'être très explicable. C'est-à-dire que l'IA peut expliquer son raisonnement, son fonctionnement, et de gérer des cas un peu tordus de contradiction, de flou, avec efficacité. Et d'un autre côté, on a les méthodes connexionnistes. Alors, connextionniste, c'est le nom historique pour les méthodes d'apprentissage de machine learning. Donc ça se base sur tout ce qui est, on prend un ensemble de données, la machine va l'analyser toute seule, en autonomie, va s'adapter pour créer un programme qui réalise une tâche, avec comme effet secondaire et pas super désirable, que ça fonctionne très en boîte noire et que ce n'est pas très efficace. Et dans l'histoire, c'est très complexe. Ce n'est pas une après le dessus sur l'autre, c'était une après l'autre. Ça a beaucoup varié. Donc, on peut voir dans ce graphe-là. Donc là, c'est une figure qui a été réalisée par Cardon et ses collaborateurs. Donc, si vous voulez en avoir plus, vous pouvez aller voir ce lien qui parle justement de ces tendances de recherche. Donc là, c'est l'évolution des tendances de l'IA en recherche. Donc, c'est la popularité des publications, etc., etc. Mais ça donne une très bonne vision des choses, en fait. C'est très lié à l'industrie derrière. C'est qu'on voit qu'on a d'abord le connexionnisme qui apparaît, parce que dès le début, on a la modélisation de neurones virtuels pour faire l'intelligence. Au début, ça ne marchait pas très bien, on n'avait pas la puissance de calcul. Du coup, ça s'est un peu écroulé, ça n'a pas très bien marché. Et on est rentré dans ce qu'on appelle un petit hiver de l'IA. Enfin, un hiver de l'IA, où il n'y avait plus beaucoup d'activités. Il y avait quand même certaines activités. Et là, on a basculé sur de la recherche plus autour du symbolique, et qui a mené vers des systèmes experts. Donc là, c'est très expliqué, c'est beaucoup de connaissances, mais les systèmes experts ont quand même leurs limites et ne marchent pas très bien, ce qui a engendré un second hiver de l'IA qui n'est pas visible ici. Mais ça a un peu stagné pendant une dizaine d'années, mais à présent, c'est le machine learning qui est en train de revenir en force et qui est de plus en plus populaire, d'où cette grande montée ici. Mais même si le machine learning est très populaire, donc là on voit c'est les citations, on regarde l'activité de recherche entre 2010 et 2018, en orange pour le connexionnisme, en bleu pour le symbolique. Donc, ok, les approches collectionnistes sont plus populaires, mais n'empêche que les approches symboliques sont encore présentes et il y a encore de la recherche autour.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même deux types d'IA qui sont bien présentes dans l'histoire et qui sont, même à ce jour, encore actifs. Alors, maintenant, ce qu'on va voir, c'est, OK, on a vu les grands types, on va expliquer comment ça marche l'IA en fond, pour bien comprendre les choses, brièvement, bien sûr. Donc, qu'est-ce que l'IA symbolique? Alors, comme je pense que j'ai déjà plus ou moins dit, hein, ça se base sur une représentation des symboles, c'est-à-dire qu'un expert va décrire comment fonctionne le monde avec des symboles. Donc là, j'ai mis des symboles smiley au lieu des symboles numériques qui sont normalement utilisés, mais c'est la même idée, hein. On va avoir une base de connaissances, et grâce à ces connaissances, l'IA va pouvoir faire une analyse, va observer le monde, analyser ce qu'elle observe pour réaliser une tâche. Donc elle va mettre en abîme, utiliser sa base de connaissances, qui peut être immense, et faire des corrélations parfois complexes pour réaliser des tâches. Donc là, c'est un cas très très simple, bien entendu, on peut avoir des cas enfin, infiniment plus complexes, avec pourquoi pas des prédictions de planification d'états futurs. C'est tout à fait possible. Donc, bien sûr, il y a des dizaines de techniques beaucoup plus spécifiques, dont la logique, l'anthropologie, tout ça, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est le fonctionnement général. D'un autre côté, on a les approches connectionnistes, donc machine learning. Donc là, c'est quoi le principe? C'est qu'on a un ensemble de données en entrée, un ensemble de chats par exemple, qui vont être ingérés par un algorithme qui va passer en revue ces données pour créer un programme qui réalise une tâche. Ce qui fait qu'elle va apprendre toute seule à réaliser une tâche. Et c'est là qu'on voit bien, il faut beaucoup de données pour qu'il y ait une bonne vision de la problématique qu'elle doit résoudre, et beaucoup de temps de calcul pour traiter toutes ces données. Mais n'empêche que maintenant, on les a, et ça marche plutôt bien. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir. J'en fais une petite précision sur ce qu'est le deep learning. Vous avez pareil, sans doute entendu parler, deepfake, ça vient de deep learning, hein. Mais c'est quoi le deep learning? Donc, pour vous expliquer, ça se base sur des réseaux de neurones. Donc, c'est la premiers travaux d'IA qui ont été proposés, enfin pas exactement le premier, mais dans les premiers, c'était ça, dans les années 50. Et maintenant, c'est ce qui est le plus populaire. Donc, voilà, c'est encore d'actualité. Et ça marche sur une modélisation des neurones virtuels, donc on appelle des neurones artificiels, donc qui prennent on va dire des pulsations d'entrée, des signaux, et qui s'activent selon ce qui y a en entrée. La subtilité, c'est qu'un neurone tout seul, c'est bien, mais si on en met on les met en couches, on met plusieurs couches, ça devient intéressant. Et le deep learning, ça consiste à mettre des couches de milliers, voire des millions de neurones, et de mettre de millions de couches. D'où cette notion de profondeur. Donc en fait, on a une sorte de petit cerveau virtuel. Alors ça ne fonctionne pas exactement comme un cerveau dans les interconnexions, mais c'est un peu l'idée. Et tout l'enjeu du machine learning, ça va être de créer cette structure de neurones pour qu'elles répondent au programme. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais vous avez une idée du fonctionnement du deep learning. Et voilà, à partir d'exemples, le réseau, la structure va s'adapter pour répondre à une tâche. Voilà, on a quand même trois grands points. Deep learning est suffisamment gros pour dire que c'est une catégorie soi. Donc, trois grandes catégories d'IA, et dans chacune, on a des dizaines de techniques. Et ça permet à l'IA en fait, de prendre diverses formes, de réaliser diverses choses. Donc, typiquement, tout ce qui est symbolique, c'était très commun dans les chatbots. Donc là, le machine learning prend un peu le relais. Et quand vous faites des chatbots où ça répond très simplement, souvent, c'est du symbolique derrière. Le symbolique peut être utilisé pour analyser les données, donc pour analyser les factures, ou le machine learning va être utilisé pour extraire les informations, mais l'analyse des informations sera faite par symbolique, par exemple. Et au contraire, tout ce qui est vision par ordinateur, donc pour ces trois aspects, donc la recherche ou l'analyse de masse ou l'analyse de factures, c'est souvent fait par du machine learning derrière. Et voilà, selon les besoins, selon les utilisés, il y a différentes IA derrière, différents aspects de l'IA qui prennent différents visages. Donc la question, c'est voilà, je veux mettre en place de l'IA, j'ai un problème, mais alors, est-ce que mon problème peut être résolu par l'IA? Quelle IA je vais utiliser? Comment je vais faire? C'est vrai que c'est dans cette myriade de solutions d'IA, d'aspects, de techniques derrière, comment je fais? Écoutez, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, ce qu'on va présenter, c'est qu'on va vous donner une vue d'ensemble. On ne va pas rentrer dans la technique, ce n'est pas un webinaire technique, c'est un webinaire de découverte. Donc, on va vous présenter la vue d'ensemble de ce que peut faire l'IA, de ses possibilités, par des exemples. Donc, on va définir des classes d'actions sur lesquelles l'IA intervient et des cas d'usage sur lesquels l'IA est intervenue pour montrer son potentiel et comment elle peut être déclinée en rajoutant en plus, précisant quel type d'IA est le plus adapté à chaque problème. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, on va pouvoir y aller gentiment. Prends un bon souffle et on y va. Commençons par définir quelles sont les missions de l'IA. Alors, c'est quoi les missions? C'est les grandes classes de problèmes auxquelles répond l'IA. Il faut savoir que l'IA répond à certains types de problèmes pour lesquels elle est très efficace. Donc, ces types de problèmes, on les a regroupés en 5 catégories.
Alors, je tiens à préciser qu'on là, pour le besoin de cette présentation, on les a divisés en 5. Si vous recherchez, vous allez retrouver ces 5, mais plus d'autres qui sont un peu plus précises, un peu plus techniques, liées à la technique. C'est des contraintes techniques souvent en arrière, un peu plus précises. Mais donc, voilà. Vous en faites pas. Avec ces 5-là, on a une très bonne vision d'ensemble. Mais si vous recherchez, vous allez trouver d'autres en plus, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, les 5 missions principales qu'on retrouve le plus souvent résolues par l'IA, c'est la classification, le raisonnement, le clustering, la prédiction et la régression. Alors, on peut par contre, voilà. Qu'est-ce que c'est que chacune de ces problèmes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout d'abord, la classification. La classification, c'est un problème tout simple. Le but, c'est de prendre un élément de données, donc là, une image de chien, par exemple, et de le classifier, d'associer une catégorie à cet élément. Donc là, typiquement, je prends une photo de chien. L'IA doit me dire si c'est un chien ou un chat. Et ça, c'est typiquement un problème d'IA qui est classiquement résolu. Voilà. Un autre problème, c'est le problème du raisonnement. Alors, le raisonnement, ça prend plusieurs types de définitions, surtout dans l'aspect technique. Donc là, on va se tenir sur on considère que le raisonnement, c'est la capacité d'analyser les données pour inférer de nouvelles informations. C'est-à-dire que j'observe des choses et à partir de ces observations, j'infère une nouvelle information. Donc typiquement, ça peut être, tiens, je vois un animal, il est poilu, il a des oreilles pointues, une queue en pointe, il bouge sa queue, il aime la viande, il aime les caresses. Déduction, c'est un chien. Et ben, l'IA peut faire pareil. C'est tout simplement ça le principe du raisonnement. Et l'IA réalise, c'est une tâche qui est communément réalisée par l'IA depuis des années. Ensuite, on a ce qu'on appelle le clustering. Alors là, c'est un nom un peu anglais, mais c'est de créer des clusters, donc créer des ensembles de données qu'on ne connaît pas forcément avant. Donc, c'est-à-dire d'identifier des familles, d'identifier des classes, des regroupements, des catégories éventuellement, qu'on ne connaît pas. Donc, typiquement, le cas le plus simple, c'est phylogénie, c'est distinguer différents types d'animaux, différentes familles d'animaux, entre les chiens et les chats. Et concrètement, dans le marché, le cas le plus flagrant, c'est le cas du marketing, où on essaie de découvrir des profils de clients et de les regrouper ensemble pour faire les meilleures recommandations. C'est le cas le plus évident, c'est du clustering derrière. Donc voilà. Alors ça, vous avez sans doute entendu parler. Le cas que peut faire l'IA, théoriquement, c'est de faire de la prédiction, tout ce qui est anticipation, c'est-à-dire de prédire des états futurs, prédire des valeurs futures, en regardant l'état courant et en estimant, par l'expérience, etc., quel sera l'état futur. Problème tout simple. Enfin, c'est un problème qui est tout simple à dire et qui est l'un des plus durs de l'IA. Mais c'est possible. Ensuite, et le dernier, c'est la régression. Alors la régression, c'est assez proche de la classification, sauf qu'au lieu de mettre des catégories, on associe un élément à une valeur continue. Donc au lieu d'associer, typiquement, c'est j'associe mon chien à un volume de croquettes qu'il va manger par semaine, par exemple, 2 kilos qu'il va manger par semaine. Après, plus concrètement, c'est souvent des valeurs numériques de type qualité, note, score, marge, prix de vente, estimation du marché, donc de vente, etc. etc. Mais voilà, le principe, c'est qu'on prend un ensemble de données en entrée, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, et on donne une valeur continue. Donc voilà, ça, j'espère que c'est clair, c'est juste pour vous donner une vue d'ensemble des 5 grands problèmes que résout l'IA. Donc là, ça peut, pas forcément évident, mais là, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va passer en revue, on va voir pour chacun de ces problèmes comment l'IA peut être appliquée, pour vous donner une vue d'ensemble de ce que peut faire l'IA et de ses possibilités. Donc, juste pour préciser, les cas qui sont donnés ici sont des cas concrets. Ce n'est pas juste des idées que c'est possible, ça a été implémenté. Donc, ça peut être juste à l'état de recherche, mais ça n'empêche que ça a été testé avec des résultats satisfaisants. Sachant qu'il y a quand même une bonne partie qui sont implémentés et en production. Il y en a un peut-être qui est un peu on va dire imaginaire, mais la plupart sont très concrets. Donc, sans plus attendre, je vous propose de passer en revue et de voir ce que peut faire l'IA. À commencer par la classification. Alors, un des premiers exemples, c'est un exemple qui vient de chez nous, c'est analyser le port du masque, tout simplement. Vous l'avez dire, attends, est-ce qu'il porte son masque? Est-ce que son masque est trop haut ou est-ce qu'il n'a pas de masque du tout? Ça, c'est typiquement un problème de classification. On va prendre une image et on va associer porte son masque, porte pas son masque, porte mal son masque, etc. etc. Ça paraît pas comme ça. Vous allez dire c'est un problème d'analyse. Non, non, c'est un problème de classification, tout ce qui est plus classique. Et ça, c'est assez commun. Et donc, tout ce qui est vision par ordinateur, par exemple, reconnaissance d'objets, c'est de la classification derrière.
Un autre cas, qui est un peu plus terre à terre, dans le sens où c'est des données, souvent, ça peut être des données Excel, ça peut être des bases de données, mais c'est détection de fraude. Par exemple, dans le cas de l'assurance, ça peut être n'importe où, hein. On va analyser des entrées, des lignes de données. En l'occurrence, l'exemple qu'on est pris en question, c'est des déclarations. Et l'IA va être capable de les analyser, détecter celles qui ne sont pas normales. C'est une classification binaire, OK ou pas OK. C'est tout simplement une classification. Et enfin, on a un cas dans le juridique, bien sûr, ça peut être appliqué partout, sur des données textuelles. Donc là, ça s'appuie sur des données ça analyse les contrats utilisateurs, en particulier Google, Facebook, etc., pour dire quelles sont les clauses qui sont potentiellement frauduleuses. D'ailleurs, je me permets de faire une petite parenthèse, ça s'appelle Claudette. C'est un fruit d'un gros projet de recherche. Donc, vous pouvez chercher un Claudette RGPD, enfin la traduction anglaise éventuellement marchera peut-être mieux. Et il y a une petite interface web où vous pouvez coller un contrat d'utilisateur et il va vous lire les clauses qui sont à risque. C'est super intéressant. Et c'est purement de la classification. C'est un problème de je prends mes données et enfin, mes phrases, c'est ça que je cherchais, et je détermine si elles sont à risque ou pas. Donc c'est à risque, pas à risque pour tel ça, fais attention, etc., etc. Mais c'est purement des catégories prédéfinies. Donc on peut voir que, en fait, la classification, c'est un problème qui peut s'appliquer à de très nombreux domaines. Je crois que c'est le problème qui est appliqué le plus généralement. Et en fait, il y a beaucoup de problèmes métiers qui n'en ont pas l'air, mais qui se ramènent à la problème de classification. Donc, typiquement, vous allez pouvoir analyser un contenu textuel, par exemple, même analyser un contrat, ça se ramène souvent à de la classification derrière. Ce n'est pas juste de l'analyse bête du contenu, etc. Non, non, c'est de la qu'on classifie certains morceaux de texte. Et donc, enfin, voilà, faut souvent faire un petit exercice, mais une fois qu'on connaît le problème, on peut souvent ramener des problèmes métiers à un problème de classification. Et là où c'est intéressant, c'est bon, les méthodes symboliques, ça marche plutôt bien. Par contre, le machine learning est vraiment, vraiment très fort pour ça. Dans le sens, enfin, le cas d'école, c'est avec du machine learning. Donc, on a des méthodes ensemblistes, des méthodes par instance ou profond. Donc, ça, c'est des trucs pour pouvoir chercher. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est juste différentes sous-familles de machine learning et qui marchent très bien. Donc, si vous avez suffisamment de données, pour les conditions dont on a parlé précédemment, et que vous avez un problème qui est lié aux classifications, ça sera vraisemblablement le machine learning derrière, voire deep learning si vous avez suffisamment de données. Mais logique, symbolique, c'est vraiment si vous n'avez vraiment pas de données assez spécifiques, assez simples. Mais voilà. Ça, c'était pour la classification. Ensuite, on a le problème du raisonnement. Donc là, on veut inférer de nouvelles informations. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme cas où on infère de nouvelles informations? Alors, le cas le plus simple, on va dire, le plus commun, je pense, c'est ce qu'il y a sur les CV. Souvent, sur les CV, il y a pas mal d'informations, sauf qu'il y a certaines informations qui ne sont pas forcément très explicites. Donc, typiquement, on met des compétences, mais par contre, quelle est ton expérience, cette compétence, c'est pas si évident à trouver. Or, avec l'IA, elle est capable d'analyser le contenu, de voir, attends, il a travaillé autant d'années, telle entreprise, je sais que telle entreprise est spécialisée là-dedans. Si je compare à un autre profil que j'ai vu auparavant, je sais que quand il a telle profil, expertise, il a en général telle expertise. Et donc, je peux inférer qu'il a telle expérience avec telle technologie, par exemple. Et ça, voilà, c'est typiquement un cas de raisonnement pour les ressources humaines. Alors, un cas qui est vit tous les jours, c'est les moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent quand vous faites une recherche sur Google, vous avez ce petit cadre à droite qui offre des informations complémentaires. Et bien ça, c'est lié en partie à l'IA. Grâce à une représentation des connaissances vraiment particulières, ils sont capables de détecter des informations pertinentes et vous les remontez, même s'ils ne sont pas exactement dans votre recherche. Alors vous pouvez voir que c'est une IA derrière parce que des fois, ce n'est pas tout à fait au point. Par exemple, je recherchais brut dans le média. Par exemple, il me donne la description du média, mais par contre, les images qu'il met, ce n'est pas l'image du média, c'est l'image de bouteille. C'est pas tout à fait au point, mais voilà, c'est de l'IA derrière, et c'est du raisonnement parce qu'on infère de nouvelles. Là, on n'affecte pas tant d'informations. L'information, c'est la relation entre différentes données. Et une autre thématique qui est un peu plus marrante, on va dire, c'est l'IA est tout à fait capable, ça a été réalisé, donc il y a une vidéo YouTube à ce sujet, de faire des recettes. Donc, elle est capable de lire des centaines de recettes pour en créer une nouvelle. Et elle va te dire, bah, tiens, je pense que cette recette est pertinente. Est-ce que ça marche pour de vrai, je ne sais pas, mais à la fin, les résultats, ouais, ça semblait, il y avait quelques résultats plus ou moins douteux, on va dire. Mais voilà, c'est capable de le faire. Ça ne remplacera pas un chef, mais c'est possible.
Donc, par contre, voilà, le raisonnement, c'est quand même une mission qui est un peu plus spécifique. C'est souvent quand on a vraiment un besoin spécifique d'enrichissement d'informations et de preuves et d'explicabilité, surtout. Là, souvent, parce que justement, c'est lié au symbolique, mais c'est très fort pour justement s'utiliser pour faire des preuves et tout ce qui est stratégie processus décisionnel. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Mais c'est moins commun que la classification. Donc, ça prend un besoin que vous pouvez peut-être rencontrer, mais moins souvent, quoi. Et pour le coup, bon, là, il y a de plus en plus de méthodes de deep learning qui sont à même de faire des raisonnements poussés. Par exemple, le cas de la cuisine, c'est du deep learning. Mais souvent, pour les cas, le gros des cas, ça va être des méthodes symboliques, des systèmes experts, ou maintenant, il y a des méthodes ontologiques qui sont un peu plus structurées et qui permettent une meilleure interopérabilité, excusez-moi, et différents types de logiques. On a également des approches hybrides qui font des analyses un peu plus poussées en ajoutant de l'apprentissage. Enfin, suivant, on a le clustering. Le clustering, c'est un cas du clustering, c'est la recommandation de produit. Ou, comme vous avez dû l'observer, hein. De toute façon, vous choisissez un produit, il va vous proposer des produits similaires, même par vision par ordinateur, donc c'est une robe similaire. Et ça, c'est purement du clustering. On va regrouper des produits qui sont similaires sur toutes les propriétés, pas juste visuelles, pas juste caractéristiques, pas juste prix, mais sur un ensemble de tout, pour avoir une recommandation efficace. Donc c'est le cas le plus commun du clustering. Après, un cas qui a été fait avec du clustering donc ça, c'est un travail de recherche, hein, c'est la détection de fake news. Ils sont capables, en identifiant, en faisant des clusters d'articles, si on voit qu'il y a des articles qui sortent un peu des clusters existants, il y a des soupçons que ce soit des articles faux. Et il y a des résultats quand même assez satisfaisants et assez surprenants. Donc, c'est une possibilité, voilà, d'utiliser des algorithmes de clustering à des fins d'identification de fake news ou plus généralement peut-être d'anomalies. Et le cas le plus simple de la vie de tous les jours, c'est vraiment classer, organiser les documents. Typiquement les mails, ça marche, c'est assez commun. C'est en analysant le contenu d'un document, pas juste si c'est un docx ou pas, hein, mais il est capable de dire, attends, il y a telle structure, tel titre, donc ça ressemble à un CV, il ressemble à tel document, je vais le regrouper avec un autre. Et on aura des documents qui seront regroupés de manière un peu plus sémantique, qui sera un peu plus logique. Et donc ça, c'est un usage typique de l'IA. Donc, clustering, c'est super intéressant, du coup, voilà, quand on ne le connaît pas, quand on a, typiquement, on a des documents qu'on ne connaît pas, et ben, c'est très bien pour traiter cela. C'est aussi très fort pour explorer. Donc, tout ce qui est analyse de données, prise de décision, on a un ensemble de données, on ne sait pas trop les interpréter, on veut comprendre des choses. Le clustering est vraiment, vraiment adapté. On peut apprendre plein de choses sur ces données. Donc, ça peut le cas le plus simple, hein, j'ai entendu parler sur Carrefour, hein, c'est comprendre les profils, les différents profils de clients, voir que par exemple les clients qui viennent le matin, on va dire, on s'est rendu compte que les clients qui viennent le matin n'achètent pas les mêmes produits. C'est ce genre d'information que le clustering peut faire remonter. Alors pour le clustering, on peut théoriquement le faire avec une distance ontologique, enfin les méthodes symboliques, mais il y a quand même des algorithmes de clustering plutôt par apprentissage qui apprennent tout seul d'ailleurs. Sur même très peu d'exemples, très peu de catégories, on ne leur rien, ils sont capables de fonctionner et ça marche plutôt bien. Donc, si vous faites du clustering, je vous conseille dans 95% des cas de faire des méthodes d'apprentissage et des algorithmes de clustering dédiés. La prédiction. Alors, la prédiction, on va voir quelques exemples assez intéressants. Donc, le premier cas qu'on a vu, c'est tout ce qui est logistique. C'est largement utilisé dans la logistique, mais là, ça arrive sur des échelles assez énormes avec l'IA. C'est l'IA est capable de prévoir des cheminements de marchandises au travers de différents types de locomotion, de transport, et de manière très efficace. C'est-à-dire qu'elle ne va pas juste faire un chemin plus court ou n'importe quoi. Non, elle va se poser la question de l'allocation des ressources le plus efficace possible globalement pour atteindre un état voulu, va livrer quelque chose le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc, elle va analyser les différentes combinaisons, les différents états intermédiaires, et ça, pour cela, l'IA est très forte. Alors, j'avais peut-être envie de mettre le cas de prédiction des prix du marché, des ventes, etc. Mais bon, c'est pas quelque chose de très... C'est assez connu. Du coup, j'ai préféré parler de l'énergie. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont capables de prédire les consommations électriques au jour le jour via des modèles IA, qui ont appris sur des dizaines d'années pour établir, pas juste en fonction de la consommation courante, mais en fonction de la météo, en fonction des événements courants, du trafic routier, je ne sais pas, de prédire la consommation électrique avec précision.
et ça marche très bien. Et enfin, on a tout ce qui est, donc là c'est un peu plus, on va dire, un peu plus lointain, c'est tout ce qui est météorologie. Bah, Google, c'est Google qui fait ça, qui fait de l'analyse météo plus fine avec l'IA. Donc la météo, c'est très bien sur une semaine. Par contre, pour analyser heure par heure, c'était pas super, pas très fin. Or, avec l'IA, Google a arrivé à des résultats quand même qui dépassent les modèles actuels pour certains cas. Donc il y a encore des progrès à faire, mais les premiers résultats sont assez prometteurs. Donc là, parce que pour l'instant, je fais une petite parenthèse, hein, il prédit un peu plus finement, mais il se trompe aussi. Donc c'est pas ça, mais voilà, c'est quand même assez prometteur. Alors la prédiction, c'est un des problèmes que je suis assez sceptique dessus, hein. Il y a souvent, on croit que ça va marcher, on croit que ça va faire des miracles, mais attention, hein, l'IA, c'est de l'analyse statistique, il y a certaines limites. Donc c'est vraiment, ça répond quand on a un besoin de métier temporel, il faut bien avoir ça en compte que oui, ça peut être faux. Et, le cas le plus flagrant, c'est avec le Covid. Tous les modèles IA qui prédisaient les prix de vente, tout ce qui est dans le commerce, le marketing, le retour d'impact, étaient à l'ouest dès qu'il y a eu le Covid. Ils ne savaient plus rien faire. Donc, pendant ils étaient, tout l'effort qui avait été consacré à concevoir ces IA était foutu. Parce que les IA ne servaient plus à rien. Donc, et encore, et le temps que le système se remette correctement, enfin, la société en fonctionne comme elle était d'avant, ces IA vont pas servir. Voire en plus, peut-être des effets durables, donc les IA vont être... Bref, ces IA ne sont pas forcément bien foutues, donc il faut vraiment faire gaffe avec des outils de prédiction. Ça peut marcher, mais il y a des limites. Et si vous faites faire la prédiction, alors il y a des algorithmes de planification excellents pour planifier des choses. Donc le problème logistique, c'est purement un problème de planification, hein. C'est capable d'établir une grosse liste de planification compliquée. Et si, il y a aussi des approches de régression. Donc justement, c'est lié à de la régression mais, adaptée pour les séries temporelles, genre RNN, entre autres. Donc là, c'est plus du deep learning, qui permettent d'apprendre, d'évaluer des nouvelles valeurs en fonction des valeurs précédentes. Mais voilà, à prendre avec des pincettes. Et enfin, on a la régression. Donc la régression, c'est de prendre des données pour sortir des valeurs continues. Alors le premier cas, qu'on voit le plus souvent, mais qui n'est pas forcément, enfin, qu'on voit le plus souvent, mais c'est un peu caché, c'est le calcul automatique de tout ce qui est KPI ou de valeurs indicatrices pour la prise de décision. L'IA va être capable d'analyser par exemple un ensemble de données très macro pour créer par exemple des scores assez abstraits, mais qui donnent une bonne vision des choses. Donc ça, c'est une vision. Après, il y a aussi un aspect prévision, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Un usage le plus concret pour moi de la régression, c'est l'analyse de qualité. C'est tout simplement, je prends une photo de mon produit et l'IA est capable de donner un score de qualité. Est-ce que mon produit, il est selon un seuil, on est capable de dire si le produit est satisfaisant ou pas et de retourner, de faire des actions en fonction de cette qualité. Si on voit que tous mes produits sont inadaptés, il faut que je change mon processus de création. C'est typiquement quelle utilisation. C'est utilisé dans divers cas, divers domaines industriels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on avait plein. Et un autre cas encore, c'est la cuisine. Eh bien, écoutez, on a une recette, mais j'ai envie de changer un ingrédient, mais je ne sais pas quelle quantité d'ingrédients je dois mettre. Eh bien, l'IA est très forte pour ça. Pas très forte. Et si elle a suffisamment de données, elle peut être très forte pour ça, pour déterminer la bonne quantité d'ingrédients pour mettre par rapport aux autres ingrédients correspondants. Donc ça, c'est un truc qui a été testé pareil, dans une petite vidéo. Et ouais, il y a du potentiel. Bon, après, là, c'est la cuisine, mais en fait, tout ce qui est chimie, assemblage, etc., où il y a besoin d'un certain nombre de pièces de dosage, la régression est parfaitement adaptée. Donc là, voilà, c'est un contexte quand même de manipulation de chiffres, en recrutement, banque, santé. C'est là, dès qu'on a des chiffres à manipuler, c'est souvent utilisé, mais ça peut être utilisé ailleurs. Et c'est tout simplement, voilà, dès qu'on a besoin de quantifier quelque chose, que c'est intéressant. Et si vous voulez faire ça, alors il n'y a pas 10 000 options pour le coup, il y a dans les méthodes collectionnistes, l'apprentissage, il y a des algorithmes dédiés de régression. Et on a pas mal d'approches de deep learning, donc là, il faut les structurer d'une certaine façon, mais qui peuvent tout à fait retourner une valeur numérique par rapport à des enquêtes. Écoutez, on a fait le tour. Donc là, on a essayé de vous donner une vision d'ensemble des possibilités de l'IA et de ce qu'elle peut faire. Donc voilà, maintenant, je me dis, voilà, je sais ce que l'IA peut faire, j'ai envie d'utiliser pour résoudre des problèmes métiers qui se rapportent des besoins. Mais alors, comment je vais m'y prendre? Parce que, mine de rien, il reste quand même beaucoup d'IA derrière, beaucoup de techniques.
plus fine. Concrètement, comment je vais faire? Et ben, là, ce qu'on va vous donner, on va vous donner quelques techniques de chaque famille qui correspondent à chaque problème. Donc, comme ça, si vous avez des problèmes qui se rapprochent de plutôt l'un plus l'autre, vous savez où il faut regarder. Donc, à commencer par les méthodes symboliques. Donc, je ne vais pas rentrer dans toutes les techniques, mais on a les machines à état fini, les logiques. Alors, il y a différentes logiques, premier ordre, flou et notation temporelle en particulier, qui sont adaptées pour tout ce qui est classification et raisonnement. Système expert, qui sont aussi adaptés pour faire de la prédiction. Knowledge representation, c'est tout un pan de l'IA, la représentation de connaissances, qui est parfaitement adapté pour concevoir des systèmes de raisonnement derrière. Et bon, les algorithmes de planification font de la planification. Pour les méthodes connexionnistes, on a encore différents types. Alors, commence par le clustering. C'est des algos souvent dédiés. Et par définition, le clustering apprend, donc c'est qu'il n'y a que de l'apprentissage dedans, c'est normal. On a les règles d'association, où l'IA est capable d'apprendre des règles logiques de raisonnement. Les méthodes d'instance, méthodes d'arbre de décision, je ne vais pas rentrer dans la technique, les réseaux bayésiens, et les algorithmes de régression qui sont spécifiques à ça. Et au final, on a le deep learning qui est au centre de tout ça, qui fait à la fois de la prédiction, de la régression, de la classification et raisonnement. Et je me demande si, dans certaines mesures, il n'est pas capable de faire du clustering. Je crois qu'il y a certains cas qui le font. Je ne vais pas en pousser plus. Et c'est pour ça qu'en fait, le deep learning est si populaire maintenant. C'est virtuellement, avec suffisamment de données, ça peut faire presque n'importe quoi. Donc voilà. Donc là, ça vous donne une idée d'ensemble. Mais après, voilà. Quand je vais aller dans le concret, parce que là, en plus, c'est même pas juste des algorithmes, c'est juste des familles. Et dans le dessous, il y a encore des dizaines d'algorithmes pour chaque catégorie. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez faire des projets, il y a d'autres webinaires plus spécifiques. Là, je donne juste une vue d'ensemble pour vous guider. On va se poser quelques questions qui vont permettre d'orienter le choix d'IA, d'approche qu'on va réaliser. Alors, la première des questions, tout simplement, quel est le besoin? Quel est mon besoin métier? Et à quelle mission de l'IA correspond-il? Est-ce que c'est un problème de régression? Est-ce que c'est un problème de classification? Est-ce que c'est un problème de clustering? Rien qu'en faisant cela, comme par rapport à la figure précédente, on est capable de trancher tout de suite quelle catégorie on peut enlever. Le point important, on l'a vu sur le machine learning, mais c'est aussi vrai pour les méthodes symboliques, c'est les données. Les données, c'est le nerf de la guerre. Donc, quelles données sont à votre disposition? Quel volume? Et sont-elles fiables? Parce que surtout, le problème du machine learning, si on leur donne des exemples faux, on aura des résultats faux. Donc, il faut être sûr de nos données. Quand on construit une IA, que ce soit quand elle apprend ou qu'on la spécifie, il faut bien connaître le métier. Si on a une IA qui analyse une machine, mais que le concepteur de l'IA ne comprend pas le fonctionnement de la machine, je vous garantis que l'IA ne marchera pas. Ou elle ne comprendra pas non plus la machine. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances métiers, de pouvoir les restituer et de pouvoir les modéliser, pourquoi pas, pour les fournir à l'IA. Donc, c'est une question à se poser. Quelles sont les connaissances métiers nécessaires et sont-elles accessibles? Ensuite, on rentre dans les trucs plus de quality of service. C'est quelle précision est nécessaire? Est-ce que je veux juste faire un petit truc en bonus qui fait de la recommandation pour assister mes clients? Dans ce cas, j'ai pas besoin d'être très précis. Ou est-ce que je veux un truc qui me donne des valeurs de qualité précises au centième près? Bien sûr, voilà, ce n'est pas des mêmes contraintes, ce n'est pas les mêmes algorithmes. Par exemple, on va peut-être devoir utiliser le deep learning dans un cas pour avoir une grande généralisation, mais avec un gros volume de données pour être suffisamment précis. Donc là, il faut se poser la question. Est-ce que l'explicabilité est importante aussi? Parce que si l'IA, en particulier, si l'IA interagit avec des utilisateurs, c'est bien de savoir ce qu'elle a fait derrière, parce que le problème, par exemple, des approches de machine learning, pas tous, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'elle a fait. Donc, si l'IA dit une bêtise, pourquoi elle a dit une bêtise, on va se grasser la tête. C'est pas évident. Et le dernier aspect, auquel il faut réfléchir avant de choisir, c'est comment va évoluer mon IA. Est-ce que mon IA va être utilisé pendant une courte période? Est-ce que les données vont changer? Est-ce que la structure des données va changer? Est-ce que l'IA doit s'adapter en continu au marché? Donc là, ça va indiquer quel type d'algorithme choisir. Donc là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais une fois qu'on suit ce processus, on a des réponses qui vont être des critères de sélection. Quand vous allez parcourir les algorithmes existants, je ne suis pas rentré dedans parce que je passerai des heures, mais qui permettent de choisir dans les centaines d'algorithmes dedans assez facilement. Là, il suffit de rechercher un peu sur Google quel est le meilleur algorithme avec une forte précision, quel est le meilleur algorithme qui permet d'apprendre en continu. Et vous allez trouver ça sans problème. Et là, vous pouvez savoir où il faut aller.
Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc là, voilà, c'était juste une vue d'ensemble des possibilités de l'IA avec quelques pistes pour aller plus loin. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'IA, ce n'est pas juste du machine learning. Il y a deux grandes familles, les méthodes symboliques et les méthodes connexionnistes, qui sont les méthodes d'apprentissage. Il y a 5 grandes classes de missions auxquelles l'IA répond avec succès, ça assez généralement: classification, le raisonnement, le clustering, la prédiction et la régression. Et pour chaque famille d'IA, il y a des dizaines de techniques, donc que je n'ai pas trop expliqué là. On a vu une petite partie dans notre graphe résumant les possibilités. Mais voilà, ce n'est pas forcément évident de décider, mais on vous a donné quelques éléments qui vous permettent, quelques questionnements qui vous permettent de choisir. Je rajouterais pour conclure une dernière phrase, c'est vraiment, OK, on a vu des domaines, on a vu des cas d'application, mais c'est que l'IA, fondamentalement, n'est pas liée à certains domaines spécifiques. C'est vraiment lié à ces missions. Si on a besoin, je ne sais pas quel domaine, vous pouvez imaginer, pour, je ne sais pas, l'animalerie, il a un besoin quelconque qui s'apparente à la classification, ben, l'IA peut tout à fait y aller. C'est plus une question de problématique et de données que de domaine. Donc c'est pour ça que je dis que l'IA peut virtuellement être appliquée partout. C'est juste une condition de quelle est la problématique. Et voilà qui conclut ce webinaire. Donc, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va entamer la phase de questions. Mais avant d'aller là, donc, si vous voulez discuter plus en détail sur des thématiques plus en profondeur, en général sur des questions plus pointues, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, ou juste d'ailleurs, si vous voulez discuter de manière plus informelle, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous envoyer des emails ou nous contacter sur LinkedIn, on est tout à fait ouvert à la discussion, et nous vous répondrons avec grand plaisir. J'ajouterais qu'on a quand même un livre blanc à ce sujet qui est beaucoup plus détaillé, qui donne une vision plus globale. On considère dans ce cas-là 8 problèmes, 8 missions de l'IA pour une vision plus fine, et avec entre autres une boîte à outils pour chaque cas qui donne pour le coup des techniques concrètes avec des liens pour pouvoir les utiliser pour implémenter l'IA. On a également d'autres livres blancs. On a des livres blancs sur les assistants vocaux personnels, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. C'est Youssef qui est un peu plus spécialiste dans ce cas. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à lui poser. Et on a également d'autres webinaires, un ancien webinaire sur la mise en place d'un projet de machine learning. Donc là, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire que je sais que je vais faire du machine learning, mais comment je le fais? Donc là, c'est le procédé d'un projet de machine learning. Donc ça, on a notre webinaire qui est disponible sur YouTube. Vous pouvez aller voir notre chaîne YouTube et vous pourrez y accéder. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut passer à la session questions. Ça va. OK, merci Nathan. Effectivement, il y a quelques questions. La première question posée par Frédéric, c'est sur la formation. Donc, sa question, c'est: dans le domaine de la formation, quelles sont les applications que vous connaissez et quelles missions ces applications servent à résoudre en fait? Alors, dans le contexte de la formation, j'avoue que ce n'est pas le domaine le plus commun. Alors, j'ai vu un travail en particulier alors c'est à la fois de la carrière, à la fois de la formation. C'est un travail de recherche qui fait de la planification de carrière. Donc, on va établir quels sont les cursus de formation qu'il faut réaliser pour atteindre un métier ou un poste désiré. Donc, c'est très intéressant, mais c'est typiquement une application de l'IA de planification où on va considérer le chemin le plus efficace, le plus court pour atteindre. Je veux devenir expert Java. Qu'est-ce que je dois apprendre? Je dois d'abord apprendre la programmation orientée objet, puis apprendre le système, puis apprendre le Java pour atteindre ça. Donc, c'est typiquement un cas d'usage. Et il y a sûrement des cas, alors que je n'ai pas vérifié, hein, mais ça ne me surprendrait pas, de recommandations de contenu, bien sûr. Donc, l'IA va être capable d'analyser vos besoins pour recommander des formations pertinentes. Et il y a des... Alors ça, je crois que ce n'est pas tout à fait au point, mais adapter le contenu d'apprentissage en fonction des personnes, ça doit être à l'état de recherche, mais ça doit se faire. Mais en tout cas, voilà, c'est les principales applications dont j'en peux parler. C'est exactement ça. Donc, juste pour compléter ce propos de Nathan, dans le domaine de la formation, une des utilisations les plus courantes de l'intelligence artificielle, c'est vraiment dans les démarches de mentorat. Les grandes plateformes qu'on connaît de formation comme Open Classroom ou Coursera utilisent en effet tout ce qui est recommandations pour analyser les tracés laissés par les apprenants et suggérer justement des suivis personnalisés pour chaque apprenant. Ça, c'est vraiment l'usage de l'intelligence artificielle le plus courant dans le monde de la formation.
en notre sens. Ceci étant, la deuxième question, c'est concernant les billets. Donc, on a parlé de biais des IA et les biais liés aussi aux concepteurs. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui dans ce domaine pour pallier à cela? Alors, c'est vrai que la notion de biais dans l'IA, c'est vraiment un truc, un gros problème, je vous l'annonce, mais qui est abordé depuis quelques années seulement. Vous avez peut-être vu passer des news sur les IA biaisées de Google ou de Microsoft, et il n'y a que maintenant que Google a pris des chartes d'équilibre, etc. Donc, en fait, il y a des mesures. Alors, il y a deux aspects. Un, il y a des mesures à prendre niveau concepteur pour qu'eux ne soient pas biaisés. Donc, c'est souvent des aspects biaisés. Alors, connaissance métier, donc ça, c'est déjà plus ou moins ce qui est fait dans le processus de data science. Mais il y a des procédés de formation pour mettre et de création de données pour que les concepteurs et ceux qui acquièrent les données n'acquièrent pas des données biaisées ou des données fausses. Et donc, typiquement, c'est avoir des données suffisamment représentatives de l'ensemble de la population. Faut savoir, alors je fais une petite parenthèse, mais par exemple, si on prend des jeux de données de personnes pour faire de la reconnaissance faciale, donc on a eu le problème pour la reconnaissance de masques, si on prend un jeu de données qui est proportionnel à la population, on va avoir 90% de personnes blanches, 5% de personnes noires, et l'IA est incapable à ce moment-là de détecter les personnes noires. Et donc là, on a un problème, on a un gros biais, et l'IA elle est raciste, donc ça pose pas mal de problèmes. Et pour ça, donc c'est le deuxième volet, on a des techniques, on a des métriques qui permettent d'évaluer si le dataset est équilibré et juste et ouais, c'était juste et suffisamment complet pour fournir une bonne vision des choses sans être biaisé. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est des trucs assez techniques, mais c'est des sujets d'actualité. En conférence IA l'année dernière, il y avait tout un workshop, toute une journée qui était consacrée à ça. Okay. Une autre question. Je suis une entreprise, je veux voir en quoi l'IA peut m'aider. Par quoi je commence? Alors, la première des choses, c'est que vous pouvez reprendre ce qu'on a vu à présent, c'est identifier les points bloquants, vos besoins, et voir où ça peut, sur quelle catégorie ça peut se ramener. Ça peut être en classification, ça peut être régression, etc. Donc, c'est d'abord se ramener, identifier ça. Donc, si vous faites tout, je considère que vous faites tout de A à Z, hein. Bien sûr, vous pouvez être accompagné pour ça. Il y a des experts, nous autres, hein, qui sont à même de vous accompagner là-dessus. Mais sinon, non, si vous faites ça de A à Z, il faut identifier la problématique, identifier vos données. Quelles sont les données à disposition? Est-ce que vous en avez? Parce que si vous avez un problème et qu'il n'y a pas de données liées, ça peut être très compliqué. Est-ce que vous avez de la connaissance métier? Et j'ai oublié ma quatrième question. J'ai oublié ma quatrième question. Alors déjà, ces deux aspects, c'est déjà pas mal. Et après, il faut rechercher un peu. Donc ça permet de cerner déjà quel type d'IA. Par exemple, si vous avez les données, vous pouvez rechercher du machine learning. Donc là, vous pouvez rechercher les techniques qui sont. Il y a pas mal de trucs sur les machine learning. Vous pouvez regarder la liste des algorithmes et regarder lesquels sont leurs propriétés, lesquels sont plus adaptés, par exemple, pour faire un problème de classification binaire, classification multivaleur, etc., etc. Sachant qu'il y a aussi un aspect, mais c'est pour ça que c'est un peu compliqué en data science, c'est qu'il y a un aspect exploratoire. C'est-à-dire que même quand on sait quelle solution est la plus adaptée, ça vaut le coup de tester plusieurs solutions à la fois. Donc, c'est quand même une démarche, d'ailleurs, ce que je disais dans l'autre webinaire, hein, c'est une démarche, comme une démarche d'exploration qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on sait mon problème, donc il faut quand même faire la démarche, de faire des tests, d'évaluer si ça marche, avant de rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Très clair. Une question de chèque. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'intelligence artificielle selon vous? Une large question, parce que là encore, ça dépend beaucoup des types de l'IA. Des types d'IA. Donc ça varie un peu. Donc typiquement, machine learning, le gros défaut, c'est l'aspect boîte noire et la dépendance aux données et les biais. Ça, clairement, c'est la grosse faiblesse. Pour les approches symboliques, c'est que ça demande beaucoup d'efforts, des spécifications. C'est-à-dire que les utilisateurs, enfin les experts doivent faire beaucoup d'efforts pour spécifier les choses et que ça peut être rédhibitoire. Donc ça, c'est les limites techniques principales. Après, il y avait les plus, je crois, dans la question, non? Je sais plus.
Tu peux répéter la question? La question, c'est les forces et les faiblesses de l'intelligence Ok, artificielle. donc là j'ai dit les faiblesses, donc maintenant je vais dire les forces. Donc, par contre, l'IA, là, gros point fort, en général, c'est traiter des volumes de données qui sont assez immenses, faire des traitements qui étaient jusque-là impossibles. En particulier vision par ordinateur, par exemple, détecter automatiquement que tu portes ton masque ou pas, il y a 10 ans, c'était impossible. Donc maintenant, c'est des trucs qui sont tout à fait possibles. On peut automatiser des choses qui n'étaient pas automatisables il y a quelques années. Donc ça, c'est la force principale de l'IA en général. Et après, en termes sociétal, c'est que ça aide beaucoup, ça aide pas mal les gens aussi. Hein. On a qu'à voir dans nos vies, hein, il y a pas mal d'outils qui sont boostés par l'IA et ça booste pas mal notre présence. Après, ouais, encore sociétal, le défaut, c'est que oui, il y a des traitements de données qui sont posés derrière et certains problèmes de vie privée qui rentrent en jeu. Et ouais, c'est vrai que là, ça peut poser problème aussi. Donc, ça s'équilibre comme ça. C'est clair. Question de Youssef. Peut-on envisager une solution IA à partir du moment où on a identifié un cas d'usage dans son entreprise, mais qu'on a identifié également qu'on a nos données qui sont réduites? Ok, alors, le machine learning, alors, les approches machine learning ne vont pas être très fortes. Alors, il y a aussi la possibilité, dans ce cas, c'est que je sais que je n'ai pas de données, par contre, je peux faire l'effort d'en acquérir de plus. Donc, une option, c'est d'aller voir s'il y a des données sur Internet. Donc, il y a des datasets qui existent, qui sont présents pour la recherche ou pour industrialiser. Une voiture autonome, par exemple, il y en a plein, par exemple, de données. Mais s'il n'y a pas de données, on peut se pencher vers d'autres sources, voire payer d'autres rédacteurs pour acquérir des données. Donc ça, c'est pour un aspect, si on veut faire du machine learning absolument. Mais si on ne veut pas, il y a d'autres approches. Si la problématique n'est pas si compliquée que ça et relativement facile à expliciter, pourquoi pas aller vers des méthodes symboliques. Nous, par exemple, on a le cas, on travaillait sur l'analyse de documents. On est passé sur du machine learning, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de documents. On a fait une approche qui était symbolique, donc qui était plutôt basée sur une connaissance et des règles, et qui a permis d'avoir des résultats satisfaisants, qui étaient moins bons qu'attendus, mais qui permettaient de au moins le temps d'avoir des données de fonctionner. Okay. Dernière question de Axel. Quels sont, selon toi, les avantages de combiner la BI à l'intelligence artificielle? Alors, c'est un truc que je lisais même hier, je crois, mais c'est pour moi, l'intelligence artificielle, c'est dans le pipeline de la génération enfin, dans le BI, du BI, on va dire. C'est-à-dire que les informations qui sont restituées vont être de plus en plus traitées par l'IA en amont. C'est-à-dire que l'IA va sortir de plus en plus de valeurs complexes, va faire des analyses de plus en plus complexes, excusez-moi, des analyses de plus en plus complexes en amont des visualisations du BI. Donc pour moi, c'est pas encore le cas, parce que le BI fait déjà des analyses de son côté suffisantes, mais dans les années à venir, je pense que la majorité des solutions de BI vont avoir de l'IA intégrée dans leur procédé d'analyse. C'est ça. C'est sûr. Et pour compléter cela, donc, on va dire aujourd'hui, la voie qui se dégage quant à la combinaison de la BI et de l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'aider tous ces outils-là de BI à identifier, on va dire, à observer les angles morts des données. C'est-à-dire quand on fait de la BI, on s'appuie justement sur une formulation de la problématique qui est mathématique ou statistique, et ensuite on calcule les KPI en fonction de cela. Avec l'intelligence artificielle et avec les différentes catégories qu'on a vues, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser en fait les angles morts des données, donc des choses qu'on ne voyait même pas avant d'avoir analysé les données, donc qui ne sont pas forcément prises en compte dans les data marts qu'on conçoit en amont des projets BI et qui peuvent avoir beaucoup d'incidence dans les prises de décision. Donc, c'est vraiment cette complémentarité qui se dégage dans le duo BI et intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà. C'était toute la question. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Très bien. Je te laisse le mot de la fin, Nathan. Merci. Avant de conclure, je vous repartage nos coordonnées. Donc, si vous avez plus de questions, des questions plus proposées, on n'a pas bien répondu, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on répond avec grand plaisir. Donc, voilà, nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre note, faire un screenshot, etc. Je rajouterais que il y avait certaines figures qui peuvent être intéressantes, je suppose. Donc, ça sera disponible par vidéo. Donc, on est en train d'enregistrer. Donc, ça sera mis sur YouTube et le lien, on va vous envoyer le lien par la suite. Je rajouterais qu'on va également vous envoyer un petit questionnaire enquête pour savoir voilà, ce qu'on peut améliorer, ce que vous attendez pour d'autres webinaires, si vous avez des besoins, ou d'autres questions, etc., etc.
Et pour conclure, je rappelle qu'on a également le livre blanc sur les multiples usages de l'IA. Et que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, ou n'importe qui de l'équipe. Ce sera avec un grand plaisir que je vous l'enverrai. Et voilà, je pense avoir tout dit. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et je vous dis bonne fin de semaine. Et pourquoi pas un autre webinaire dans le futur. Au revoir. Tac.